Merci d'être venu ce soir nous écouter pendant ces quelques moments. Alors voilà, le titre est déjà à lui-même important, des exploits héroïques du pompier solitaire à la performance de l'équipe au service du patient, et vous pouvez mettre au service du client comme vous voulez derrière. Rapide présentation, mais Camille l'a déjà fait. Effectivement, je suis médecin, donc si quelqu'un a un malaise, je peux toujours servir aussi. J'ai encore quelques compétences dans le domaine. Voilà, j'ai travaillé pendant presque 3 ans à Londres. Je me suis occupé de santé publique, du réseau de tous les hôpitaux qui dépendaient de l'université où je travaillais. Et j'ai été nommé directeur d'un CHU en Belgique en 91, donc ça remonte à assez longtemps. Simplement pour vous dire qu'on a conduit ensemble, et Ariane en parlera tout de suite aussi, 2 fusions. Et c'est vrai que dans une transformation managériale, fusionner, ce n'est pas nécessairement facile. Et chaque fois, comme il y a une dimension culturelle importante, il faut recommencer un certain nombre de choses à zéro. Donc on a piloté une 2e fusion. Et voilà, depuis le 1er janvier de cette année-ci, je suis, comme on dit à l'université, admis à l'éméritat. C'est un peu comme admis dans une EHPAD, mais c'est plus prestigieux. Et donc, j'ai décidé d'essayer de, comme l'a dit Camille, partager les 10 ans d'expérience que nous avons vécu dans la transformation Lean en m'associant et en nous associant avec l'équipe de Cubic. Je garde encore un pied dans les hôpitaux en Belgique, dans lequel je joue un rôle plus de membre du conseil d'administration. Et donc, c'est depuis 2009, voilà une dizaine d'années donc, que nous avons décidé de mener une transformation managériale vraiment fondamentale à l'échelle de l'ensemble de l'hôpital. Alors moi, c'est Ariane. Je suis licenciée agrégée en géographie physique, plus particulièrement en glaciologie, parce que j'ai fait 4 ans de recherche en glaciologie sur les changements climatiques. Puis j'ai été assez rapidement directrice du secteur santé de l'Université catholique de Louvain. Et puis en 2009, j'ai rejoint Patrick dans son CHU en tant que, premièrement, directrice des opérations. Donc mon rôle était vraiment de prendre la gestion des projets transversaux et membre du comité de direction à ce titre-là. Puis on a fusionné une première fois. Vous voyez que mon titre a un peu changé. Je suis devenue directrice de l'amélioration continue et de la communication. Et enfin, la 2e fusion m'a permis d'accéder à ce titre, cette direction de l'amélioration continue, de la qualité et du développement. Mais c'est pas anecdotique parce que finalement, ça correspond vraiment à la maturité de l'institution par rapport à cette fameuse démarche Lean qu'on a mis en place dès mon arrivée au CHU. Et depuis 2018, voilà, j'accompagne différents changements dans différents hôpitaux. Je suis également chargée de cours et chargée de mission dans un grand groupe qui s'appelle le groupe Jolimont, qui reprend plus de 6 sites et bientôt 8 sites sur l'ouest de la Belgique. Et donc voilà, depuis 2009, je me suis fortement développée dans les compétences de management participatif pour mettre en place les cultures participatives dans les hôpitaux et dans le monde de la santé en général, l'empowerment des personnes de terrain et l'accompagnement des comités de direction. Alors, je pense que le contexte est important. Le monde hospitalier s'est toujours senti un peu à part du reste de la société et ne s'est pas adapté ni à l'évolution de cette société et des technologies, ni à la complexité des soins, ni aux attentes des patients. Et finalement, je suis persuadé que ceux qui ne se lancent pas dans ce type de démarche, alors qu'elles soient Lean ou en tout cas qu'elles utilisent les mêmes principes et les mêmes valeurs sur lesquelles la démarche Lean s'appuie, peu importe, mais le monde hospitalier a besoin de changer s'il veut survivre. Ça, c'est vraiment une conviction profonde que j'ai. Et il doit effectivement, le challenge pour nous hospitaliers, c'est quoi? C'est de redonner du sens au métier. Les gens de terrain ont de plus en plus de difficultés à trouver du sens à ce qu'ils font. Et donc augmenter la satisfaction du patient, augmenter la qualité et la sécurité, augmenter l'engagement du personnel dans un contexte financier tendu, parce qu'on peut dans le monde associatif en général continuer à se plaindre et dire on ne reçoit pas assez d'argent des pouvoirs publics, quels que soient les gouvernements en Europe, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, ils n'ont plus d'argent pour la santé. Alors où on vit avec ça, où on continue à se plaindre, et malheureusement c'est pas ça qui va nous apporter des solutions. Et c'est une conviction que j'ai, et quand on regarde les pays autour de nous, on doit se rendre compte qu'en France, en Belgique, on a encore beaucoup de chance, même si nos soignants se plaignent. Allez voir en Angleterre, allez voir en Grèce, et vous allez voir qu'ils font là-bas des choses formidables, avec beaucoup moins de moyens que ce que nous avons encore dans nos pays. Alors pourquoi le Lean? Pourquoi tout ça?
l'important, c'est de se dire, c'est l'angle d'attaque. Et l'angle d'attaque, c'est quelque part pour nous la qualité des soins. Nos collaborateurs déclarent beaucoup d'événements indésirables. On sait que l'hôpital soigne, mais on sait aussi que l'hôpital tue. Les décès évitables en France, c'est 15 000 décès par an. Je parle des décès évitables. Les décès évitables aux États-Unis, c'est 2 jumbo jets qui crachent par jour. Et donc, ce n'est pas un problème anecdotique, la qualité de soins dans les hôpitaux. Et j'aime bien de dire que si les gens qui fabriquent les freins de nos voitures avaient les mêmes standards de qualité que les hôpitaux, plus personne n'oserait monter dans sa voiture le matin. Et donc, nous avons un effort là-dedans à faire, dans ce domaine-là à faire, nous hospitaliers, et nous devons avoir aussi l'humilité d'aller voir ailleurs que chez nous quelles sont éventuellement les bonnes pratiques ou les bonnes façons de travailler. Parce que, et cet exposé, on l'a montré à de très nombreux comités de direction ou comités exécutifs, où se cachent finalement les responsables des déficits en termes de qualité. Eh bien, pour moi, il n'y a pas photo. C'est dans les magnifiques bureaux des comités de direction, des directeurs généraux, des gens qui ont le pouvoir dans les hôpitaux et qui sont quelque part responsables de mettre en place un système qui permet une qualité meilleure, une qualité optimale et tous les enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que... Qui connaît les solutions? C'est bien entendu les personnes de terrain qui ont de l'or dans les mains, un cerveau bien rempli et le cœur sur la main, et qui sont face à tous ces problèmes multiples et qui ne sont pas effectivement dans un système pour pouvoir résoudre eux-mêmes et avoir l'autonomie nécessaire pour pouvoir résoudre l'ensemble de ces problèmes. Donc la question suivante, ça a été, mais comment va-t-on donner ce support nécessaire à tous nos collaborateurs pour pouvoir leur permettre de mettre en place les meilleures solutions aux problèmes rencontrés? C'est cela qui a été effectivement le moteur de départ de notre démarche Lean. Ça peut paraître parfois un peu étrange, mais finalement, si vous vous rappelez les origines du vrai Lean tel qu'il a été conçu chez Toyota, il a été conçu par William Deming. Et William Deming, tout le monde le connaît dans le monde de la santé, c'est le qualiticien par excellence. Donc ça a été au départ, dans l'industrie automobile, une démarche de qualité. Alors vous voyez, on a commencé en 2009. Ce qui est important, c'est que ce genre de démarche managériale globale, il faut la préparer. On l'a préparée en visitant les hôpitaux, et c'est sûr que le nord de l'Europe et les pays anglo-saxons ont de l'avance sur nous dans ce domaine-là. Les États-Unis ont maintenant 20 ans de recul dans le domaine, et pour eux, c'est devenu une évidence, cette approche managériale. Et donc, effectivement, j'ai eu très vite le soutien de mon comité de direction, on a largement communiqué, on a eu le soutien des syndicats, c'est important de le dire aussi, il faut que ça soit clair pour les syndicats que c'est une démarche avant tout de transformation managériale axée sur la qualité et des soins et du bien-être du personnel. Et donc on s'est lancé dans la démarche. Et on s'est lancé dans la démarche avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais une équipe vraiment une très très chouette équipe. Et notre objectif de départ était, on va essayer d'améliorer la qualité et l'organisation de l'hôpital. On va essayer d'améliorer nos processus. Et on s'était vraiment centré sur la dimension organisationnelle. Et on a commencé à travailler sur l'organisation du comité de direction, très bien. Et puis on est descendu très vite sur le terrain et on a travaillé dans des unités de soins, au quartier opératoire. Et ça, j'attends parce qu'on a très chaud, on a très faim, on a très soif. Donc on ne va pas passer la soirée à expliquer les 2 ans qui ont été un peu pénibles. Non pas parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on a beaucoup appris. Et pourquoi on a beaucoup appris? C'est parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Effectivement, après 1 an et demi, 2 ans, on s'est dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Il y a quand même des signaux d'alarme qui commencent à clignoter un peu partout dans la clinique. Donc on s'est posé et on a fait le bilan. Alors dans le bilan, évidemment, il y avait aussi des signaux positifs, heureusement, sinon on ne serait pas ici. Ils se sont déclarés très rapidement lors des premiers mois de lancement. On avait d'abord des premiers résultats extrêmement rapides sur le terrain. Effectivement, on met de l'énergie dans une équipe pour essayer d'améliorer leur mode de fonctionnement. Très rapidement, les résultats arrivent, ils sont relativement positifs. Les enthousiasmes des personnes de terrain manifestent aussi, puisqu'on s'occupe un peu d'eux. Enfin, ils vont pouvoir donner des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent, ils vont pouvoir améliorer leur quotidien. Donc, ils sont hyper enthousiastes parce qu'on fait attention à eux. Et enfin, une amorce de changement de culture. On commence à voir des infirmiers qui descendent à la pharmacie, voir comment est le circuit des médicaments. On voit les pharmaciens qui montent aux étages pour comprendre comment ça fonctionne dans les unités de soins. Et on commence à voir des tableaux, une communication différente, des dialogues différents. Donc tout ça était des éléments extrêmement positifs. Mais les signaux négatifs n'étaient pas des moindres. La première, on s'est rendu compte aussi
On commence à aider une équipe, après 2-3 mois ça va super bien, ils sont hyper heureux, les résultats fonctionnent bien, on part dans une autre équipe, on revient 3 mois plus tard dans la première, pas de pérennisation. Problème. Pourquoi n'y a-t-il pas de pérennisation alors que ça allait bien et que ça allait mieux pendant un certain temps? Ensuite, différents cadres ont été complètement déstabilisés parce qu'ils ne comprenaient pas quel était leur rôle dans cette nouvelle démarche où finalement on leur demandait de devenir des coachs alors qu'avant ils étaient plus planifiés, gérés, etc., etc. Donc certains cadres ont été complètement déstabilisés. Et enfin on s'est rendu compte aussi que ce qu'on faisait, ce n'était pas un projet où il y a un début et une fin, c'était une démarche et que cette démarche demandait un accompagnement face à ce changement. Et puis il y avait des résistances, mais je préfère dire des peurs de ce changement, de peur de perdre beaucoup de choses ou de perdre éventuellement, en tout cas pour les cadres, leur pouvoir de cadre. Donc il a fallu comprendre pourquoi ça ne marchait pas chez nous alors que ça marche bien dans l'industrie. Donc nous voilà en sortant des murs de l'industrie et on a été à Lyon dans un colloque Lean spécifique pour l'industrie élargie au service. Et là on a fait une rencontre assez particulière. Et donc effectivement c'est la France qui est venue au secours de la Belgique. Là, on se demandait, on était dans une période de trouble manifestement, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas. Et donc on a été très intéressés par ce colloque qui a lieu tous les 2 ans à Lyon, et on va trouver l'organisateur du colloque, que certains connaissent peut-être, et qui s'appelle Michael Ballet, et on lui dit, écoutez, on travaille à l'hôpital, on fait du Lean, c'est compliqué, vous pouvez nous conseiller. Il commence par nous dire, oh, Lean à l'hôpital, ça ne marche pas très bien, il accepte de nous écouter. Et donc on lui explique pendant 10 minutes, et l'anecdote est vraiment importante. On lui explique pendant 10 minutes ce qu'on fait avec notre enthousiasme du début. Et puis après 10 minutes, il nous dit stop, vous avez un problème. On a un problème, quel problème? Il nous dit oui, ça fait 10 minutes que vous me parlez du déploiement de votre démarche Lean dans l'hôpital et je n'ai pas encore entendu une seule fois dans votre bouche le mot patient. Et oui, effectivement, nous n'avions absolument rien compris. Nous avions privilégié jusque-là l'approche process en lieu et place au développement des personnes, au développement des compétences des personnes et de l'implication des cadres. Et comme Patrick l'a dit tout à l'heure, nos actions étaient centrées sur l'amélioration de l'organisation et absolument pas sur notre client principal, notre raison de vivre principale qui est le patient. Et donc ça a été un choc pour nous et on a à ce moment-là décidé de changer complètement notre façon de travailler. Et je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup d'approches scientifiques, mais le lien entre le management et la qualité a été maintenant très très largement démontré dans la littérature scientifique médicale. Je vous donne juste un exemple. Des hôpitaux aux États-Unis qui soignent l'infarctus du myocarde, qui soignent de façon hyper standardisée comme les Américains savent le faire, même traitement, même type de patient, donc une approche tout à fait comparable. Et malgré tout, ils ont trouvé des hôpitaux qui avaient de bien meilleurs résultats en termes de qualité et d'autres de bien moins bons résultats. Donc je parle qualité, les indices vraiment de base, la mortalité hospitalière, la morbidité, la durée de séjour, donc l'objectif de l'hôpital, c'est-à-dire de soigner, de guérir des gens. Et ils se sont dit, puisque les traitements sont les mêmes et que les patients sont les mêmes, sur des grands volumes de patients, la référence se trouve ici pour ceux que ça intéresse, ils ont vu qu'il y avait des différences, effectivement, que dans les hôpitaux les moins performants, et de nouveau, je parle en qualité et pas en finance ou quoi que ce soit d'autre. Culture du héros solitaire, le médecin qui croit que lui tout seul dans son coin, il va pouvoir sauver des vies. Donc culture de la performance individuelle par rapport à la performance de l'équipe mise en avant dans les hôpitaux qui réussissent le mieux. Absence de communication, 65% des erreurs médicales sont dues à des problèmes de communication. Culture de la communication et de la coordination dans les meilleurs. Culture du pompier solitaire qui sauve la journée, pas d'anticipation des problèmes, une approche d'éteindre les incendies plutôt que de les prévoir, alors qu'une approche d'anticipation chez les plus performants. Et enfin, et non des moindres, culture du secret et de la culpabilisation chez les moins bons, et culture de la mesure, de la transparence et du feedback chez les meilleurs. Donc oui, mes chers collègues, directeurs et cadres d'hôpitaux, il y a un lien fort entre le leadership et le développement des personnes et l'objectif même de l'hôpital qui est de soigner et de guérir des gens. Et donc, où se situe l'approche managériale dont on va vous parler aujourd'hui? Alors très rapidement, certains connaissent probablement ce livre de Frédéric Laloux sur, au départ, les entreprises libérées, mais il a classé de façon assez intéressante les différentes approches managériales au cours du temps.
Et aussi loin qu'on peut remonter, on trouve les premières approches managériales basées sur la peur, le chaos, le pouvoir, la division des tâches et les chaînes de commande, approche qu'on retrouve encore quand même plus beaucoup à notre époque, mais qu'on retrouve encore dans les mafias ou dans les gangs. Puis est apparue progressivement une approche plus basée sur, effectivement, toujours l'importance de la hiérarchie, la stabilité, le contrôle, la formalisation des rôles, la notion de process. Alors cette approche, bon, tout ça n'est évidemment pas blanc et noir, et tout ça sont des continuums, cette approche existe quand même encore pas mal de notre temps. Ensuite, on est ici dans la deuxième moitié du siècle précédent, est arrivé progressivement, mais tout ça bien sûr se chevauchant, une approche basée sur la méritocratie, sur la compétition, sur la recherche de profit, avec déjà tout de même une dimension d'innovation plus intéressante, c'était donc la gestion par objectif, qui est intéressante, qu'il ne faut pas jeter tout à fait, mais en tout cas, mon attitude pendant toutes les années où j'ai été patron d'hôpital a été de dire, si je me contente de manager par mes objectifs, ça ne va pas, ça ne m'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui a atteint les objectifs qu'on lui a fixés, mais qui a tué tout le monde autour de lui pour y arriver. Et donc est arrivé, il y a maintenant près de 60 ans, toute une série de nouvelles approches managériales dans lesquelles, effectivement, la culture a primé sur la stratégie, dans lesquelles le focus sur les patients et les parties prenantes a été mis, dans lesquelles on a travaillé sur l'empowerment, donc la montée en compétence des acteurs de terrain, l'engagement, la participation et les valeurs partagées. Et c'est ici que se situe l'approche Lean, mais elle n'est pas la seule à se situer dans ce type d'approche managériale. Alors, juste pour mémoire et pour dire quand même que le Lean, c'est pas ça. Vous savez que l'entreprise libérée, ça existe. Je pense que c'est en train de faire ces maladies de jeunesse. Mais l'hôpital a besoin de hiérarchie. On ne peut pas se permettre dans une structure de plusieurs milliers de personnes dans lesquelles il y a un grand nombre de métiers différents d'oublier la hiérarchie. Elle doit encore exister, mais je pense que l'hôpital il doit passer de la zone rouge à la zone verte et que la hiérarchie doit changer de rôle et doit s'adapter en fonction de l'évolution de la société. Et donc nous voilà partis pour notre deuxième départ. Et donc on a commencé par définir ce qu'on a appelé notre vrai Nord. Et dans le vrai Nord, vous allez me dire, mais tout ça est assez évident, on a le patient au centre, on a la qualité et la sécurité, on a le personnel, l'engagement et la qualité de vie du personnel, et on a enfin la gestion financière. Modèle qui peut vous paraître assez basique, mais dans lequel il est clair que l'ordre dans lequel je vous ai parlé de ces différents éléments est important. Et l'important aussi, c'est de ne pas opposer ces différents éléments du triangle. Parce qu'en effet, ce n'est pas la qualité qui coûte, c'est la non-qualité qui coûte. C'est refaire 2 fois le même geste. C'est avoir des infections à l'hôpital qui prolongent les durées de séjour. C'est ça qui augmente le coût des soins de santé. Et donc me dire que la qualité coûte, ce n'est pas vrai. Et je reprends très rapidement un exemple d'un hôpital que j'ai vu aux États-Unis, en Angleterre encore récemment. En Angleterre, système de santé dévasté, une salle avec 18 malades les uns à côté des autres, séparés juste par un vague rideau, pas d'air conditionné, des châssis qui fuitent, pas de dossier médical informatisé, donc des conditions dans lesquelles plus aucun Belge ou aucun Français ne voudrait être hospitalisé, mais dans un service d'orthopédie, la carte de santé était fière de nous montrer un graphique dans lequel elle montrait que pas d'infection acquise à l'hôpital, donc pas d'infection nosocomiale depuis 6 mois, et elle savait m'expliquer pourquoi avait eu lieu la dernière et qu'est-ce qu'ils avaient fait pour lutter contre ça. Donc on n'a pas toujours nécessairement besoin de moyens. Moi, quand je dis à mes médecins il faut diminuer les infections nosocomiales, déjà il faut mettre tous les malades dans des chambres seules, il faut des filtres particuliers, des pressions positives, des machins pareils. Rien de tout ça chez les Anglais, et ils ont de meilleurs résultats que dans le service d'orthopédie de mon propre hôpital. Ça, c'est quand même quelque chose qui doit quelque part nous interpeller. Donc il n'y a pas d'antinomie entre ces différents triangles qui s'alimentent, qui s'auto-alimentent l'un l'autre. Du personnel qui se sent bien, eh bien il va travailler dans de meilleures conditions de qualité et de sécurité. Et d'un autre côté, ce même personnel, il va être plus productif. On a un taux de petit absentéisme chez nous qui est à 2,5%. Personne ne veut nous croire quand on dit ça, à l'échelle de l'ensemble de l'hôpital. C'est vrai, et ça a diminué de façon très très significative depuis qu'on s'est lancé dans la démarche. On a des techniciennes de surface qui nettoient 35% de plus que la moyenne belge. Jamais j'ai dit aux techniciennes de surface, demain vous devez nettoyer plus. Mais
On les a motivées, elles savent qu'elles font partie du processus de soins parce qu'un hôpital propre aura moins d'infections. Tout ça fait partie d'une vision globale dans laquelle chaque acteur de l'hôpital a un rôle à jouer où qu'il se trouve dans la pyramide. Et je n'ai rien inventé quand je vous dis ça. Il n'y a plus aucun article de la littérature managériale qui contredit le fait qu'il y a un lien fort entre satisfaction, engagement et loyauté du personnel, satisfaction et engagement du client, du patient ou de l'usager, et les résultats financiers. Ils ne sont pas un objectif de la démarche. Et ils ne sont pas effectivement un objectif que vous allez atteindre à court terme. Mais tous les hôpitaux, en amenant du recul, qui se sont lancés dans la démarche, voient leurs résultats financiers s'améliorer de façon très très significative. Et on l'a vu chez nous comme ailleurs, même si on n'a jamais un seul instant dit notre démarche Lean a un objectif financier. C'est quand tout ceci marche bien dans l'hôpital que vous verrez que ceci, d'une façon ou d'une autre, va s'améliorer. Alors bien sûr, avec un seuil. Il ne faut pas que nos pouvoirs publics raclent encore les budgets hospitaliers. On est à l'os. On peut encore, je pense, s'améliorer, mais il y a un minimum en dessous duquel, évidemment, vous ne pouvez pas garantir une qualité des soins. Mais je pense que dans nos pays, en Belgique et en France, en tout cas, et c'est la même chose pour l'Allemagne, pour les Pays-Bas, on est à peu près au même niveau en termes d'approche sanitaire. Je pense qu'on peut encore, avec ce qu'on reçoit actuellement, réussir cette équation, et cette équation dans les deux sens. Et donc oui, on a décidé de changer notre modèle managérial. Donc si je caricature un peu le fonctionnement de l'hôpital, c'est un comité de direction, beau bureau, en général étage supérieur, porte bien fermée, air conditionné, qui ne va jamais sur le terrain, qui dit il n'y a rien qui marche ici parce que les gens de terrain sont paresseux, désorganisés, blablabla. Les gens de terrain qui disent qu'il n'y a rien qui marche ici parce que la direction ne comprend rien à nos problèmes, elle ne nous écoute pas, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle prend des décisions n'importe comment. Et alors vous avez ce groupe important dont parlait Ariane tout à l'heure, qui sont les cadres, et qui ne savent pas très bien s'ils doivent, de temps en temps, quand ils sont avec les directeurs, ils sont pro-direction, et quand ils sont sur le terrain, ils doivent quand même soutenir et vivre avec les acteurs de terrain. Et de temps en temps, si tout va bien, quelqu'un pense au patient. Donc le modèle ordre et pression, il a vécu. Il a vécu dans la société, il a vécu dans l'hôpital, et ceux qui ne comprennent pas ça, ils sont, à mon sens, à court ou à moyen terme, ils s'exposent à de graves dangers. Regardez dans votre famille, quand mon père me disait « tu feras ça », il y a 40, 50 ans, je disais « oui papa ». Quand je dis à mon fils « tu feras ça », il me demande pourquoi. Et c'est évident, ça a changé, on n'a pas les mêmes rapports avec nos enfants que ce qu'on avait avec nos parents. Il n'y a pas de raison que l'hôpital ne s'adapte pas aussi à ces changements sociétaux en prenant les bons côtés, évidemment. Et donc, effectivement, on a décidé de mettre le triangle sur sa pointe et on a dit, maintenant, on est tous au service du patient. Alors, très bien, vous faites ça, mais vous avez les nostalgiques de ma génération, mes 68 Woodstock, et vous avez des gens de terrain qui, tout d'un coup, disent « Ah, le patron a dit que c'était les gens de terrain qui décidaient ». De nouveau, ça n'est pas tout à fait ça. Et il faut avancer prudemment et de façon structurée dans cette démarche. Et effectivement, je pense que cadre et direction ne doivent pas fuir leur responsabilité de décideurs, mais ils doivent le faire dans un autre contexte et d'une autre façon que ce que nous faisions auparavant. Et c'est comme ça qu'on a défini notre vision du management participatif, où nous avons notre petit responsable en vert, là ça peut être un cadre de terrain, un cadre de département, ça peut être un directeur, quel qu'il soit, mais il a une responsabilité hiérarchique. Et quand il doit prendre une décision, il doit d'abord être à l'écoute d'un plus grand nombre de personnes, dialoguer avec un maximum de personnes également, et ce, surtout en toute transparence. En fonction de la décision qu'il doit prendre ou la solution qu'il va mettre en place, il doit évidemment se concerter avec l'amont et l'aval et avec d'autres métiers qui sont concernés, mais son rôle reste toujours la décision, donc il continuera toujours à décider. Son rôle ne s'arrête pas là, une fois qu'il a décidé, il doit obtenir l'adhésion, déléguer la mise en œuvre et suivre la mise en œuvre, mais son rôle ne s'arrête pas là non plus, parce qu'une fois qu'il a mis en œuvre avec son équipe, il doit mettre en place un système de mesure pour pouvoir voir si effectivement on est arrivé aux objectifs qu'on s'était fixés. Et ne pas avoir peur éventuellement d'abandonner la solution que l'on a essayée au vu des résultats qui ne se sont pas nécessairement améliorés. Et donc c'est vraiment le cycle du PDCA, comme vous le connaissez certainement, que moi je préfère appeler PDSA, qui finalement Deming a changé PDCA en PDSA en fin de vie, parce que le C le check, le C qui veut dire check,
est souvent mal pris par les personnes de terrain parce qu'on va contrôler. Donc pour rappel, P c'est plan, planifier, D c'est do, c'est faire, le C normalement c'est check, mais le S c'est en fait study. J'étudie ce que j'ai mis en place. Et le A c'est act, mais il y a deux notions dans act, c'est soit adjust, j'ajuste la mise en place, soit j'abandonne la solution parce qu'elle n'arrive pas aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est vraiment un modèle d'orientation solution avec le souci d'atteindre les objectifs et les résultats. Ça favorise l'autonomie et la responsabilisation de chacun. Et en fait, enfin, c'est une culture de la mesure et du dialogue. Et donc en fait, l'idée c'est de passer, de changer et de passer du rôle de manager au rôle de leader. Alors avant, on demandait au cadre d'être là pour gérer les enjeux de pouvoir, planifier, contrôler, budgétiser. Et maintenant, il doit passer en tant que leader, c'est guider, coacher, communiquer sa vision, développer une stratégie, obtenir l'adhésion, motiver et inspirer, mais aussi résoudre ensemble en multidisciplinarité, initier le changement, renforcer le rôle des équipes et des personnes de terrain. Donc en fait, la gestion performante nécessite 90% de leadership et finalement seulement 10% du management, donc budgétiser, planifier, gérer les enjeux de pouvoir. Et donc, tout ce qu'on lit, et je lis beaucoup dans le domaine du management, tout ce que vous pouvez lire pour l'instant va dans le même sens. Il faut que ça percole chez les patrons et chez les cadres. Voilà un bouquin qui s'appelle « L'entreprise inspirée par les valeurs », écrit par un prof de management d'Oxford, qui n'est quand même pas la dernière université du monde, loin de là. Qu'est-ce qu'il dit dans ce bouquin? Ces 4 principes qu'il met en avant. Le capital culturel est la nouvelle frontière de l'avantage concurrentiel. Ce ne sont pas les organisations qui se transforment, mais les individus. La transformation organisationnelle commence par la transformation personnelle des dirigeants. La mesure est importante. Ce que vous mesurez, ce sur quoi vous fixez régulièrement votre attention, a tendance à s'améliorer. C'est un bouquin qui n'utilise pas une seule fois le mot lean, mais tout ce qu'on fait quand on veut initier et faire vivre une transformation lean, eh bien tout est dedans, tout est dedans. Et donc il y a une cohérence forte, mais tout le monde est d'accord avec ça en théorie, mais qui finalement le fait vraiment sur le terrain. Et il y en a qui le font, mais ce n'est pas nécessairement facile et ça demande de la persévérance. Alors, on vous a parlé il y a quelques instants du vrai Nord, on va vous parler des valeurs. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Et alors j'aime beaucoup cette métaphore qu'on appelle la métaphore de Jonathan Haidt, qui est professeur de psychologie en Virginie, donc qui est basée sur le fonctionnement de notre modèle cérébral. Nous avons tous un cerveau gauche et un cerveau droit. Ces deux cerveaux ont 2 dimensions différentes et travaillent de façon différente mais complémentaire. Alors le cerveau gauche, comment est-ce qu'il fonctionne? Le cerveau gauche, il fonctionne comme le cornac qui pilote l'éléphant. C'est notre côté rationnel, c'est notre côté penser à long terme, c'est notre côté prévoir, planifier, structurer, diriger. Notre cerveau droit, lui, il représente l'éléphant. C'est notre dimension plus émotionnelle. C'est l'engagement, c'est la compassion, c'est la loyauté, c'est l'énergie, c'est le dynamisme. Alors pourquoi j'aime vraiment beaucoup cette image? Eh bien parce que le cornac, il est en général petit, et l'éléphant, vous savez qu'il est un petit peu moins petit, voire un peu plus gros. Et donc le cornac, il aura beau essayer de convaincre l'éléphant de se mettre en mouvement avec son côté rationnel, s'il n'arrive pas à mobiliser son cerveau gauche, s'il n'arrive pas à mobiliser l'éléphant, l'éléphant ira quand même là où il veut. Et donc penser, espérer, mettre en route une transformation managériale en motivant nos cadres, nos collaborateurs, nos gens de terrain, uniquement avec des arguments rationnels, on n'y arrivera pas. Il faut aussi mobiliser l'éléphant. Et si je fais le pendant et le parallèle avec ce qu'on a dit jusque maintenant, eh bien on peut estimer que le cornac, c'est le vrai nord, c'est les objectifs, c'est là où on veut aller, c'est le cap, c'est la boussole, vous l'appelez comme vous voulez, et l'éléphant, ce sont les valeurs. Et donc, il faut absolument que les structures, quelles qu'elles soient, les industries, les entreprises, essayent de remettre en avant cette notion de valeur, qui ne soit pas simplement quelques notions écrites quelque part sur un mur ou dans un bureau que personne ne vit et que personne n'utilise au jour le jour. Et donc c'est vraiment cette conjonction des deux qui permet, je pense, à une entreprise de se mettre en mouvement et d'arriver à se transformer pour répondre aux défis du futur. Les valeurs,
c'est ce qui doit permettre à chacun de savoir comment se comporter, quelles sont les règles de vie à adopter. C'est ce qui nous caractérise et ce qui nous fait vibrer en termes de savoir-être. Et c'est pas, on a travaillé sur les valeurs et sur le Vrai Nord avec pas mal d'hôpitaux maintenant et même avec d'autres structures que des structures hospitalières. C'est pas nécessairement très facile et intuitif de scinder les deux. Mais c'est important de scinder les deux pour arriver au même but. Parce que le Vrai Nord, c'est ce qui doit permettre à chacun de visualiser dans quelle direction il doit aller, comment chacun doit ramer dans le même sens et ensemble. C'est quelque chose qu'on peut mesurer avec des indicateurs et des objectifs, et c'est finalement ce que nous devons faire dans l'hôpital, soigner et guérir des gens, et non ce que nous savons faire. Et donc cette notion et cette conjonction valeur, Vrai Nord, cornac-éléphant est vraiment quelque chose, et je pense, devrait habiter le mental de tous les patrons, de tous les comités de direction et de tous les cadres, si on veut faire bouger nos entreprises et si on veut redonner du sens à nos acteurs de terrain, et ceci, quel que soit le métier dans lequel nous retrouvons. Et donc, si on peut résumer cette partie plutôt de culture, pour nous, le management participatif et le Lean en particulier, c'est quoi? Il a deux grandes dimensions. Il y a toute la culture, donc toute la culture managériale d'entreprise qui se base vraiment sur des valeurs qui sont traduites en comportements observables et que l'on peut faire tout à chacun. C'est l'obsession de la qualité, la transparence, travailler ensemble, l'écoute, multimétier, responsabilisation, l'importance du client, communication, confiance. Mais les valeurs et les comportements ou la culture en tant que telle, finalement, on n'arrivera pas très loin. C'est un petit peu peut-être le monde des bisounours. Pour pouvoir y arriver, il faut aussi des méthodologies, des pratiques et des outils. Et c'est seulement en combinaison, et la méthodologie et les pratiques sans la culture, comme on l'a vu, ça ne se pérennise pas. Donc c'est vraiment la combinaison des deux qui permettra à chacun de résoudre des problèmes par l'amélioration continue pour atteindre l'objectif qui est le suivant, c'est développer les talents au service du patient. Et donc nous voilà à notre système d'apprentissage global. Je vais prendre 2-3 minutes pour l'expliquer. Donc tout se passe au niveau du terrain. Ce sont les personnes de terrain qui apportent la valeur aux patients et donc c'est eux qui vont vraiment travailler ensemble pour essayer d'améliorer la qualité des soins et des services amenés aux patients. Et donc ils se réunissent tous les jours devant un tableau visuel dans lequel on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans et c'est aligné, leur objectif est aligné à la vision de l'institution, c'est-à-dire à la vision du Vrai Nord. Et donc ensemble, en multimétier, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs, hein, en multimétier, devant le tableau, ils vont d'abord définir, mais finalement, c'est quoi la promesse que l'on fait à notre client? Quel est l'objectif final pour chaque client? Et cet objectif doit avoir deux pendants, deux piliers, un pilier de délai et un pilier de sécurité et qualité. Donc si on prend une unité de chirurgie, par exemple, le délai pour chaque patient est souvent bien défini, c'est la durée de séjour, donc on va essayer de ne pas passer outre cette durée de séjour. Qualité, sécurité, bien entendu, on n'a pas envie que le patient tombe et on ne veut pas qu'il se chope une maladie nosocomale, c'est-à-dire une maladie attrapée à l'hôpital. Mais malheureusement, l'hôpital est tellement complexe qu'on n'arrive pas toujours à répondre à cette promesse aux patients. Et donc il faut essayer de comprendre en équipe pourquoi on n'y arrive pas. Et donc il y a plusieurs modules qui nous permettent de comprendre ça. La première, c'est tout le module de performance. Donc on va d'abord essayer d'analyser les indicateurs que nous avons en notre possession, surtout indicateurs satisfaction patient, plaintes, les événements indésirables et tout autre indicateur institutionnel. Généralement, on en a toujours tout plein. Mais alors, petit à petit, au fur et à mesure que la maturité arrive, ce sont des indicateurs de terrain qui apparaissent également sur le tableau. Quand on a compris notre performance, on va essayer d'améliorer, mais malheureusement, on ne sait pas toujours quels sont les problèmes qui nous empêchent d'atteindre la bonne performance de l'équipe. Donc on met en place toutes des pratiques et avec des outils qui nous permettent de détecter ce que moi j'appelle les vrais problèmes. Tout le monde connaît les irritants au quotidien, qui sont aussi des problèmes qu'on a envie de résoudre, mais ce qu'on veut vraiment trouver, ce sont les problèmes qu'on ne connaît pas et qu'on veut pouvoir résoudre pour pouvoir améliorer la qualité des soins et atteindre cette promesse aux clients. Donc une fois qu'on a bien compris et qu'on a mis en évidence ces problèmes, on va essayer de les résoudre en équipe. Donc il y a des outils également et des pratiques en équipe pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et comme je vous l'ai dit en préambule, le plus difficile c'est de pérenniser. Donc on va mettre aussi des pratiques pour pouvoir pérenniser les acquis pour être sûr que dans la longueur et dans le temps, on arrive à garder cette amélioration continue.
Tout ne peut pas se passer au niveau de l'équipe, alors de temps en temps, très régulièrement, le responsable de terrain va rencontrer son responsable à lui, donc minimum une fois par semaine, plus si possible, et en quelques minutes, il va expliquer la situation de terrain. Cette personne-là va faire quoi? Il va faire deux choses. Il va, en fonction du problème que les équipes rencontrent, éventuellement ouvrir une nouvelle résolution de problème plus large parce que multimétier, parce que transversale et autres. Mais il va surtout faire une chose, c'est, et Patrick en parlera, aller sur le terrain. Il va faire du Gemba pour bien comprendre, voir de visu, les problèmes que les équipes rencontrent, mais aussi pour féliciter, remercier, encourager les équipes de terrain. Cette personne-là va aussi également rencontrer son directeur de façon très régulière pour faire ce qu'on appelle le catch-ball, donc faire la transmission de ce qui se passe sur le terrain pour que ce directeur prenne les meilleures décisions quand il est en réunion et qu'il doit prendre des décisions. Alors le directeur, il va faire quoi? Il va s'intéresser à la résolution de problèmes, essayer de la comprendre, et il va aussi et surtout aller sur le terrain pour voir de visu les problèmes, mais aussi pour féliciter, motiver, remercier les équipes de terrain. Alors c'est aussi au niveau du comité de direction qu'on commence à décider qu'en fonction des problèmes qui sont rencontrés sur le terrain, on va faire des grandes value streams, donc des flux de valeurs, on va essayer de faire des itinéraires patients, mais donc c'est à ce niveau-là que ça se décide, il faut une équipe bien formée pour pouvoir le faire, mais grâce à ces flux transversaux, on peut effectivement améliorer la situation et résoudre les problèmes. Et donc cette communication et dialogue du terrain jusqu'à la direction se fait effectivement dans les deux sens. Donc ce n'est pas uniquement les personnes de terrain qui sont coachées par les personnes qui sont dans la hiérarchie, mais la hiérarchie aussi apprend énormément des personnes de terrain. Donc c'est un système d'apprentissage continu. Tout le monde communique, dialogue et se coach les uns les autres pour prendre de bonnes décisions. Finalement, ce système, c'est quoi? C'est notre système d'apprentissage qui permet à chacun de développer les compétences au quotidien et qui sont basées, devinez sur quoi? Évidemment, sur les valeurs. Donc respect, confiance mutuelle et travail en équipe. Entre autres, il y a plein d'autres valeurs. Alors pour améliorer les résultats actuels, il faut bien pérenniser les résultats de demain. Et donc tout ce qu'on vous a montré là, ça en fait, c'est pas quelque chose en plus de ce que l'on fait dans la gestion quotidienne. Non, on fait la gestion quotidienne un petit peu autrement. Donc effectivement, la gestion quotidienne prend beaucoup de notre temps, on a toujours notre objectif, donc on a des indicateurs, on se réunit de façon régulière, on essaie de comprendre et de rechercher les problèmes, donc ça c'est la grande partie de notre temps, et dès qu'on a trouvé un problème qu'on doit résoudre, eh bien, on commence à le résoudre. Donc ça c'est la progression, on met en place une résolution de problème, et dès qu'on a résolu le problème, on pérennise l'acquis et ça rentre dans la boucle de gestion quotidienne. Donc finalement, le but n'est pas d'appliquer des outils Lean à chaque processus, mais bien de développer l'esprit d'amélioration continue de chaque personne. Alors la pratique du stand-up, beaucoup le connaissent évidemment, se base sur le management visuel où le responsable de terrain vient et le responsable de terrain propose 5 choses en quelques minutes. C'est que s'est-il passé hier? Avez-vous pu les résoudre? Sinon, on va mettre en place une petite résolution de problème à un autre moment de la journée. Que peut-on anticiper aujourd'hui? Qui fait quoi aujourd'hui? Donc distribuer les rôles et enfin féliciter. Et de temps en temps, le directeur, le chef de pôle vient sur le terrain remercier, féliciter. Et sur ce management visuel, nous avons certainement un focus sur le patient, la sécurité et la qualité, quelques indicateurs simples, pas trop compliqués, visuels, quotidiens, si possible quotidiens ou hebdomadaires, qui donnent sens surtout. On essaie de faire une progression qui est alignée sur les objectifs institutionnels, donc on a toujours le vrai nord devant nos yeux, et c'est vraiment le socle de base pour l'amélioration future. Alors quelques petits tableaux, vous verrez que ce ne sont jamais les mêmes tableaux que l'on rencontre d'une entité à l'autre.
Pourquoi? Parce qu'on a pris le pli que chaque équipe doit mettre en place un tableau qui lui donne sens. Imposer un tableau qui ne donne pas sens, ce n'est pas un tableau qui va se pérenniser et ça ne va pas motiver les personnes. Donc ici, c'est par exemple le tableau de la pharmacie. Vous avez la gestion de l'équipe d'un côté, l'ensemble des processus et de certains indicateurs de l'autre, la gestion de projet. Et ici, ce sont les indicateurs au quotidien qui suivent au quotidien pour voir s'ils arrivent à leurs objectifs, notamment de timing de livraison. Et donc je ne peux pas m'empêcher de vous parler quand même un tout petit peu de cette notion de Gemba, donc aller sur le terrain, parce que c'est probablement ce qui a changé le plus dans ma pratique de directeur général. De nouveau, je n'ai rien inventé. Je rencontrais encore il y a quelques mois le patron d'une très très grosse boîte qui fait 130 000 personnes dans le monde. Eh bien, très régulièrement, il passe une journée sur le terrain, tout seul, sans son staff, dans ses usines, simplement pourquoi? Pour comprendre la réalité du terrain, pour poser des questions. Et donc, chaque fois que je peux convaincre un de mes collègues d'une petite, d'une moyenne ou d'une grande entreprise de faire cette démarche de Gemba, je pense que je l'ai fort aidé à pouvoir cheminer dans une évolution managériale. Parce que ça change vraiment, en tout cas, ça a changé complètement ma vie, et ça a changé en grande partie, ça a aidé modestement à changer la culture de l'hôpital. Donc je pensais que j'étais plutôt proche du terrain, je pensais que j'allais quand même de temps en temps voir comment les choses se passaient, mais je faisais du tourisme, ce qui finalement est pire que tout. Et le directeur qui va sur le terrain très gentiment en disant « Vous allez bien, ça va les enfants, il fait beau aujourd'hui ?» Les gens se disent « Mais quoi, il n'a pas autre chose à faire que ça ?» Et donc le Gemba, c'est pas ça. Le Gemba, je l'ai appris en accompagnant des collègues aux États-Unis et au Canada pour voir comment ils faisaient. Et il m'a fallu 6 mois pour arriver à être à l'aise en le faisant. Première fois que je le faisais, alors les gens me préparaient des PowerPoint pour expliquer ce qu'ils faisaient, ça n'avait évidemment aucun intérêt, ou les gens n'étaient pas très à l'aise, parce que quoi, le patron descend, on a fait quelque chose, il se passe quelque chose. Et donc, les objectifs qui sont ici sont vraiment fondamentaux. Le management par les questions, c'est fondamental et ça s'apprend. Et le Gemba, aller sur le terrain, comme je vous le disais, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Si vous allez sur le terrain pour résoudre les problèmes des gens, catastrophe. 1, vous allez tuer l'intelligence collective des gens de terrain, et 2, vous allez court-circuiter toute la hiérarchie. Et les gens vont dire, il suffit que de Coster soit venu dans mon unité de soins ou dans mon service pour que mes problèmes soient résolus. Donc, vous faites pire que bien. Il faut, et je n'ai pas de tableau, mais j'aime bien caricaturer le cadre, le directeur qui va sur le terrain, par un visage avec d'énormes oreilles, des grands yeux et une toute petite bouche. Apprendre à se taire et à se contenter de poser des questions. De nouveau, c'est une démarche qui demande une certaine humilité, mais là aussi, vous connaissez probablement le bouquin de Jim Collins, Good to Great, de la performance à l'excellence. C'est quoi, dans les grandes entreprises du CAC 40, du Nasdaq ou que sais-je, qui fait la différence entre ce qu'il appelle les leaders de niveau 4 et les leaders de niveau 5, c'est-à-dire les leaders qui portent vraiment leurs entreprises loin? Eh bien, c'est l'humilité personnelle. C'est l'humilité pour eux-mêmes associée à une ambition pour leur institution ou pour leur entreprise. C'est ça le Gemba, parce que c'est pas facile. Et au début, c'est franchement déstabilisant. Et j'ai des collègues directeurs qui sont jamais arrivés et qui m'ont dit non, nous, c'est au-dessus de nos forces. On ne peut pas être confronté, on n'arrive pas à être confronté à la réalité du terrain. Et voilà, on ne sait pas, on n'y arrive pas. Et donc, pour comprendre la réalité de terrain, pour apprendre, quand les gens comprennent, il faut un petit peu de temps, parce qu'au début, ils ne vous croient pas nécessairement, que vous êtes là pour apprendre. Quoi, le patron, qu'est-ce que j'ai à lui apprendre? Mais vous avez plein de choses à m'apprendre sur le fonctionnement de l'institution, pour améliorer mon processus de décision, pour bien sûr contribuer aussi à la pérennisation des améliorations, parce que je vais poser des questions quand je vois des choses qui me semblent dysfonctionner. Tout le monde sait par exemple que les piqûres par aiguille, c'est quelque chose auquel on doit arriver à 0 dans l'hôpital. C'est juste une question de rigueur et d'autodiscipline, et les conséquences d'une piqûre peuvent être catastrophiques. Vous connaissez le sida, l'hépatite B, l'hépatite C, etc. Et donc, quand quelqu'un se pique, pour moi, c'est un vrai problème. Et les gens savent que dans mon bureau, je suivais, semaine après semaine, les accidents de travail, et en particulier les piqûres d'aiguille. Et je suis arrivé en quelques années à les faire descendre de 160 à moins de 60 par an. Et les gens savaient que je connaissais ce chiffre. Et 60, c'est encore de trop. Mais voilà, j'étais à la retraite avant d'être arrivé à 0. Mais mon objectif aurait été d'arriver à 0. Et donc, quand je vais sur le terrain et que je vois une boîte à aiguilles dont tout le monde sait qu'elle doit être fermée quand elle est remplie aux 2 tiers,
D'abord, je serais curieux de savoir combien de directeurs le savent. Hein. C'est comme combien de ministres connaissent le prix du pain, ben c'est un peu le même genre de truc. Combien de directeurs savent qu'une boîte à aiguilles, ça se ferme quand on est aux 2 tiers. Moi, je ne le savais pas au départ, je l'ai appris en allant. Ben, ils savent que quand je verrai une boîte à aiguille qui est remplie, qui déborde, avec donc un risque de se piquer beaucoup plus important, je ne vais pas les accuser, mais je vais poser des questions. Tiens, vous avez un problème, est-ce que vous avez un processus derrière, est-ce que vous avez un standard qui fait que, comment vous gérez cette problématique-là? Vous pouvez être sûr que la prochaine fois que je retournerai à cet endroit-là, la boîte à aiguilles, elle sera fermée quand elle est remplie aux 2 tiers, hein, parce que le message sera passé. Beaucoup de mes collègues sous-estiment le fait et l'influence qu'ils peuvent avoir simplement en s'intéressant et en montrant qu'ils s'intéressent aux problèmes des gens de terrain. Montrer du respect, c'est évident. Donner du sens, j'en ai parlé, ben ça aide évidemment à donner du sens et à pouvoir dire aux gens, oui, ce que vous faites contribue aux ambitions et aux objectifs de l'institution. Et enfin, remercier et féliciter. Alors, on a tous des services de com, on a tous des discours de fin d'année, de la fête de la Saint-Glinglin, où on dit à tout le monde, vous êtes formidables, vous êtes des gens géniaux. Il n'y a plus aucun directeur qui oserait pas faire un discours sans dire à tout le monde, vous êtes géniaux. Quelle est encore la crédibilité de ce genre de discours? Si vous ne le faites pas, on va vous le reprocher, mais si vous le faites, il y aura quand même pas mal de sceptiques. Quand vous êtes sur le terrain, que vous voyez des gens qui finalement ne se plaignent pas, parce que je sais bien qu'on manque d'effectifs, mais c'est exceptionnel que les gens se plaignent d'un manque d'effectifs quand je suis sur le terrain, parce qu'ils savent très bien que je ne peux distribuer que l'argent que le ministre me donne. Et donc, tout de suite, on met le débat sur d'autres éléments, sur d'autres aspects, sur les choses qui les préoccupent dans leur quotidien. Et quand je vois des choses exceptionnelles qu'ils font sur le terrain, dans leur vie de tous les jours, et que je les remercie ou que je les félicite pour quelque chose que j'ai vu de précis et de concret, ça a une toute autre dimension que l'article dans le journal d'entreprise ou que les remerciements dans les grandes cérémonies. Et ça change la vision que vous avez de votre institution, parce que quand vous êtes dans votre bureau, vous voyez que les gens qui se plaignent, et pas les 99% de gens qui font des choses exceptionnelles. Quand vous allez sur le terrain, vous voyez ces 99%, et vous voyez en même temps des problèmes qui peuvent vous interpeller, qui peuvent influencer votre processus de décision. Combien de temps? Ma règle était 1h30 par semaine. C'est très variable. Je connais des hôpitaux où, j'en ai vu encore récemment aux Pays-Bas, où de 8 à 10, il n'y a pas un seul directeur dans son bureau, ils sont tous sur le terrain, il n'y a pas de réunion. Bon, ça, je ne suis pas arrivé à le faire. Et alors, quand je parle de ça à mes collègues, ils me disent quoi, 1h30? Mais nous, on ne sait pas. On a des réunions au ministère, chez machin, des conseils, des trucs. Je dis combien de temps tu travailles par semaine? 50, 60 heures, c'est en général le taux moyen d'un patron d'une boîte. Je dis 1h30, ça fait 3% de ton temps. Alors ça, c'est une question de gestion des priorités. Si tu n'arrives pas à passer 3% de ton temps, là où il y a vraiment la valeur ajoutée de ton hôpital, de ton usine, de ton entreprise, je pense que tu as un problème. Tu ne te rends pas compte et tu n'es pas un bon gestionnaire. Alors, quelques résultats, oui, ça fonctionne. En plus de tous les résultats qualité des soins et satisfaction patient, mais ici, au niveau financier, ben voilà, on a réduit de 55% très rapidement des heures supplémentaires et c'est maintenu. On a augmenté la qualité des plaquettes de médicaments de 43%. D'autre part, on a réduit le tour d'un médicament de 5h20 à 4h20 en un mois. Et puis, au fur et à mesure, avec le PDSA, elles sont arrivées à 3h, donc moins 40%, avec de temps, 60% de kilomètres parcourus. Au départ, ce n'est pas très évident de dire on va réduire le temps. Hein. Et les gens disent quoi? On va devoir travailler plus vite. Non, on va devoir travailler différemment. La première fois que j'ai demandé à une infirmière de nuit de mettre un podomètre, elle m'a dit, vous êtes cinglé, vous avez un problème. Je dis, fais-le, tu verras bien. Elle a vu que sur sa nuit, elle avait fait 14 km à pied. 14 km à pied, moi je ne suis pas à l'hôpital pour faire 14 km de marche. Hein. Rien que ça, mesurer, a induit une réflexion. Elle a réfléchi avec ses collègues. Tiens, peut-être que notre chariot n'est pas complet, je suis revenu, et ça va être le graphique suivant qu'Ariane va vous montrer. Vous enclenchez une réaction de résolution de problème, et les gens n'ont plus peur de mesurer. On ne mesure pas pour les fouetter, pour les faire aller plus vite, on les mesure, on leur demande de mesurer pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail. Quand après, elles voient que de 14 km, elle est passée à 6 km de marche sur sa nuit, eh bien la différence, c'est du temps qu'elle peut passer pour son patient, pour son vrai métier, voire éventuellement pour souffler un peu ou pour se reposer entre deux soins. Donc ici, l'équipe est passée de 25 déplacements inutiles par tour, finalement à 2 déplacements inutiles par tour, donc 92% de réduction de déplacements inutiles.
Alors la mise en place des Kanban et des pleins vides nous a permis également de diminuer d'1 million d'euros d'achat sur une année alors que l'activité avait augmenté. Simplement, c'est vrai que c'est one shot, mais c'est simplement parce qu'on a vécu pendant toute une année sur le surstock et c'est sans compter aussi tous les périmés qu'on a jetés et qu'on n'a plus par la suite. Donc évidemment, rien de mieux que les indicateurs de terrain, que les personnes prennent eux-mêmes à la main pour voir justement leur amélioration, notamment au niveau de la qualité. D'autres outils qu'on utilise beaucoup, c'est aussi l'A3. Alors ça, c'est un très bel A3. Donc l'A3, c'est une gestion de problèmes qui est très scientifique, finalement, une méthodologie scientifique qui reprend différentes étapes. Ça, c'est un bel A3 que l'on a fait pour un colloque, mais les plus beaux A3, ce sont ceux-là. Ce sont des A3 qui sont faits à la main, qui sont refaits parce que justement on a des nouvelles idées, on efface, on recommence. Et si je vous les montre ici, c'est simplement parce que ce sont des A3 qui ont été faits par des techniciens de surface. Donc on peut croire que c'est extrêmement compliqué quand on a vu l'A3 précédent, mais en fait c'est une démarche qui est compréhensible par tout le monde. Et finalement le seul frein qu'on a eu avec les techniciennes de surface, c'est qu'elles n'osaient pas écrire de peur de faire des fautes d'orthographe. Mais ça fait partie de la culture aussi. Si effectivement le cadre de terrain ne rouspète pas parce qu'il y a des fautes d'orthographe, laisse passer et regarde plus le contenu que la forme, alors ça va tout seul et on améliore rapidement le terrain. Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'il y a dans la littérature en termes de recul? Donc les États-Unis ont 20 ans de recul maintenant dans le domaine. Et il y a un papier qui vient de sortir fin 2018, écrit par la Joint Commission Journal of Quality and Patient Safety, et qui quand même a réalisé une enquête sur 1200 hôpitaux qui ont répondu à son enquête aux États-Unis, avec 70% des hôpitaux engagés dans une démarche en ligne depuis plus de 5 ans. Donc on n'est quand même plus dans quelque chose qui est marginal, on est dans quelque chose qui, et pour aller régulièrement à des congrès aux États-Unis, en Angleterre ou dans le nord de l'Europe, c'est quand même quelque chose qui commence tout doucement à faire partie de l'ADN de la gestion des hôpitaux. Et les hôpitaux connus, la Mayo Clinic, la Cleveland, John Hopkins, sont des gens qui donnent des cours de management dans ce domaine-là, qui sont des gens pour lesquels c'est devenu dans l'ADN. Évidemment, les résultats sont difficiles à mesurer puisque c'est une somme de petites choses. Mais avec le recul, cette étude a montré tout de même qu'il y avait des résultats significatifs, à la fois en termes d'outcome clinique, donc de qualité et de performance, mais qui étaient largement corrélés avec 3 choses, avec l'implication du leadership, vous allez dire que je suis monomaniaque, mais donc avec l'implication des patrons et du top management, avec l'utilisation du management visuel et avec la mise en place réellement du Lean en tant que système d'apprenance où nous apprenons chacun les uns des autres. Donc pour nous, il y a 2 axes d'appropriation du Lean Management dans les hôpitaux et les institutions en général. Premièrement, je pense que le message est bien passé, c'est l'accompagnement des directeurs, et les directeurs doivent d'abord changer avant de demander le changement à leur cadre de terrain et au terrain. Et ensuite, il y a l'accompagnement de l'ensemble des équipes, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas uniquement une équipe qu'on accompagne, mais c'est l'équipe avec l'ensemble de la ligne hiérarchique. Donc il ne faut pas oublier la ligne hiérarchique dans le changement de la transformation managériale de l'équipe. Les facteurs de succès, c'est donc l'engagement de tout le monde, à tous les niveaux, avec une réelle volonté de changement. C'est la volonté de développer le leadership, y compris des gens de terrain qui ont des capacités dans ce domaine. C'est le support des pouvoirs organisateurs et des autorités de tutelle. C'est quand même mieux. Je pourrais aussi vous raconter beaucoup de choses sur ce sujet, mais quand c'est soutenu par les autorités de tutelle qui sont chargées justement de nommer les futurs directeurs et qu'il faut que ceux-ci soient dans la lignée de ce qui est mis sur le terrain. C'est un système de management global et cohérent et c'est l'utilisation des outils, pas comme outil, mais comme moyen d'apprentissage. Parce qu'effectivement, une des erreurs que l'on fait, c'est de considérer que les outils vont construire le système, mais en fait, les outils deviennent vite une drogue, donc c'est facile à mettre en place en fait un outil, et c'est très visuel, et donc on a envie de le faire, mais c'est pas les outils qui amènent la pérennisation. Les outils, on va les choisir pour qu'ils puissent nous transformer nos propres comportements, et ils sont simplement là pour des moyens d'apprentissage. Et donc, effectivement, la condition de la réussite est le suivant, donc c'est le modèle Shingo. C'est toute entreprise essaie d'avoir d'excellents résultats. Alors, comment y arriver? C'est grâce au comportement. Donc, ce sont les comportements qui amènent les résultats et pas les outils.
Ce sont les pratiques qui vont améliorer les comportements, les outils qui vont aider à mettre en place des pratiques. Donc l'outil c'est le tableau blanc, la pratique c'est le stand-up meeting et le comportement c'est moi en tant que cadre et mon équipe, on change de comportement parce que la réunion devant un tableau fait en sorte qu'on change de comportement et c'est ça qui nous amène des résultats. Et c'est seulement quand les résultats commencent à s'améliorer qu'on peut commencer à augmenter les outils, d'améliorer les outils. Et tout ça, ça fait partie de la culture. Alors en fait, enfin, le secret de tout ça, c'est quoi? C'est d'associer le succès de l'institution à la réalisation personnelle. Alors c'est quoi la réalisation ou le succès de l'institution? C'est en fonction des 4 axes du vrai nord. C'est justement pour la qualité, diminuer les infections nosocomiales, diminuer les reprises au bloc opératoire, diminuer les erreurs médicamenteuses, les accidents de travail. Pour les patients, c'est diminuer les plaintes, augmenter la satisfaction. Pour le personnel, augmenter l'engagement, diminuer le petit absentéisme et les heures supplémentaires. Et pour les finances, il y a des tonnes d'indicateurs qui peuvent être améliorés grâce aux lignes. Alors la réalisation personnelle, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout d'augmenter le sens que l'on a quand on va au travail. Vouloir aller travailler, motiver et comprendre que finalement, on donne de la valeur ajoutée à ce que l'on fait. Développer l'expertise dans son propre métier par une formation continue et quotidienne. Pouvoir autogérer aussi l'organisation de son travail, être responsabilisé dans ce que l'on fait, c'est ça qui donne du sens. Développer aussi le travail en équipe, savoir travailler avec l'amont et l'aval. Et tout ça permettra une utilisation efficace, rapide des innovations. Donc finalement, pour l'institution, c'est quoi? C'est diminuer les coûts, augmenter l'attractivité, quelle qu'elle soit. Et pour la réalisation personnelle, c'est augmenter les compétences et la motivation. Alors on peut croire que c'est la partie de gauche qui va amener la partie de droite, mais en fait non. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup que le développement des compétences des personnes est vraiment capital, parce que c'est le développement de ces compétences qui aura un effet de levier sur la productivité et la qualité. Plus les personnes seront compétentes, plus elles travailleront ensemble, plus elles seront productives et elles accepteront l'innovation et le changement. Et donc, on peut ainsi associer le succès de l'institution et la réalisation personnelle. Voilà, merci. Vous avez été très courageux de nous écouter pendant 1 heure. On a été aussi courageux de vous parler pendant 1 heure par cette chaleur.